Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. En France, nous sommes capables du pire comme du meilleur et je prendrai pour exemple des choses du temps. Commençons par le meilleur que nous avons l'occasion de vivre en ce moment, le printemps qui nous offre une nature riche en couleurs, de magnifiques paysages gorgés de tiédeur et de parfums envoûtants. Pour le pire, il y a qu'à regarder la télévision où la propagande bat son plein. D'ailleurs, on ne la regarde plus. Non, on préfère la France Libre. Bonsoir et bienvenue à vous dans La France Libre, une émission du Conseil national de transition français, canal historique, avec Philippe, avec Yota qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir et Jean-Pierre et vous-même. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue à tous. Alors, juste de signaler que malheureusement, on n'aura pas, pour des raisons techniques, le visage de nos hôtes ce soir, mais que Yotin et Jean-Pierre sont bien avec nous, nous entendent et nous répondront. Jean-Pierre, voilà, je laisse la parole à Sylvain. Eh bien, allez, c'est parti, on regarde tout de suite l'actualité en images et puis on va développer notre thème du soir, vivre en démocratie. On peut faire sans les Américains, Bernard-Henri Lévy ? Ça dépend en quel sens. Militairement, aujourd'hui, moi, ce que je crois, ce que j'ai observé, ce que j'ai vu, je dis ça avec beaucoup de prudence, mais enfin, tout de même, je connais le terrain, j'y ai passé plus de temps que beaucoup ces derniers mois, c'est que, militairement, les Ukrainiens sont en capacité de tenir quasiment seuls. Ils produisent des armes. Pendant combien de temps ? Ils produisent des... Alors, ils n'en ont pas suffisamment, ils se battent sur certains points du front à 1 contre 5 ou à 1 contre 10, ils tirent 10 projectiles quand les Russes en tirent 100, c'est possible. Mais là, je vous disais tout à l'heure que cette armée était devenue l'une des meilleures du monde, la production militaire ukrainienne est devenue, je ne veux pas vous en dire plus, mais je le sais, extraordinairement performante. Si l'Europe se décide vraiment à suivre président Macron, le Premier ministre Starmer se décide à faire l'appoint, oui, je crois on peut faire, comme vous dites, sans les Américains, je pense. Bernard-Henri Lévy, ou ce que j'appelle la voiture balai de la propagande. Oui, il est moins dynamique que d'habitude, moins véhément que d'habitude. On le sent en train de ne pas croire ce qu'il explique aux gens. Ou en tout cas, il fait des tours de magie en expliquant que c'est bien quand les Ukrainiens tirent 10 balles, les Russes en tirent 100, et il l'admet, et sans en tirer les conclusions, les conséquences. Donc ça, c'est du n'importe quoi. Et c'est sûrement pas de l'analyse militaire. Enfin, je suis pas analyste militaire, mais... Pourtant, il dit qu'il est allé sur le terrain, plus que tout le monde. Il connaît bien la situation. C'est l'homme de la situation, d'ailleurs. Il est allé sur tous les terrains, bien sûr, de toutes les guerres. Manque de bol, on y était, on l'a pas vu. Et on l'a pas vu, quel malheur. Donc voilà, donc je crois pas savoir qu'il est spécialisé en armement ni en capacité militaire. Voilà, et il va visiblement à l'encontre de l'impression générale que nous avons tous, que tout simplement l'armée ukrainienne est à genoux vis-à-vis d'une armée russe qui est supérieure en nombre et en qualité, je pense, et reconnue comme telle. Donc, fermez le banc, hein, il faut passer à autre chose, plutôt que d'essayer de vendre des salades. Les salades, elles sont périmées, hein, les salades de monsieur Bernard-Henri Lévy. Voilà ce que je pense de ça. C'est pour ça que je m'amuse à dire que monsieur BHL est la voiture balai de la propagande. On prend tout ce qui reste et puis on essaye de remonter. Allez hop. Ah oui, il n'y a plus que lui qui y croit, voilà, sur le plan militaire. Alors après, les autres plans, plan politique, plan stratégique, plan économique, c'est autre chose. On a aussi des témoignages de la part des témoignages directs de la part de monsieur Trump qui nous explique que c'est grâce aux Américains, et uniquement les Américains, qu'ont été percés le canal de Suez et le canal de Panama. Ce qui est quand même un petit peu raide à avaler pour des Français comme nous, qui savons que monsieur Ferdinand de Lesseps a un petit peu mouillé la chemise à Suez, pour fabriquer, pour creuser, pour transpercer ce canal de Suez. Et c'est bien lui qui en est à l'origine, même si tout de suite derrière, ce sont les Anglais qui s'en sont saisis dans les années 1870, je crois. Et pareil pour Panama. Alors Panama, ce sont les Américains qui ont attendu que les Français aient fait 90% du travail, qu'ils tombent dans des difficultés financières. Et c'était toujours monsieur Ferdinand de Lesseps. Et donc ils ont recueilli la fin du travail. Ils ont terminé le travail, si je puis dire, qui avait été entamé à 90%. Et ils se sont adjugés la propriété du canal de Panama.
Donc voilà comment les Américains font pour être les patrons. Voilà. Et les paroles de Monsieur Trump sont pas tout à fait justes. Voilà. Il aurait pu dire les Américains et les Français dans les deux cas. Ça n'aurait pas été exagéré. Tout le monde aura la parole ce soir. Nous allons faire cet exercice puisque nous allons développer ce thème, vivre en démocratie. Et en démocratie, il se trouve que chacun a son tour de parole. Ah, alors je vais juste faire une petite introduction pour introduire donc la personne importante parmi nous ici présente, qui est Yota Angelaki, que tout le monde connaît ou a pu voir ou entendre ici sur cette chaîne, et qui est la spécialiste de la démocratie, de la Grèce antique en particulier, qui est le modèle de démocratie que nous devrions copier aujourd'hui, qui malheureusement est mal compris, mal copié, et ce qui donne que personne n'en veut, cette démocratie, car le mot lui-même fait reculer tout le monde. Alors, il y a aujourd'hui des différences par rapport à tout ce qu'on entend de la démocratie dite moderne, et en particulier les fameuses démocraties de l'Europe de l'Est. On se souvient de la République démocratique d'Allemagne. On se souvient d'un certain nombre de pays qui avaient, enfrontons le mot démocratie comme s'il coulait de source. En fait, il avait été mal interprété, voire même carrément dévié de son sens. Et aujourd'hui, il s'agit de le remettre dans la bonne direction. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette nouvelle démocratie qui n'existait pas encore dans les démocraties récentes? Eh bien, dans la future, celle que nous appelons de nos voeux, évidemment, hein, il y aura la reprise des tirages au sort. Il y aura la reprise ce qu'on appelle nous ici des émanants, c'est-à-dire qui ne sont pas des représentants dès lors qu'ils sont mandatés par le peuple, mais qui sont des émanants, c'est-à-dire qu'ils font partie du peuple, et qu'ils décident non pas en fonction d'un parti qui les pousse derrière ou qui les tient, mais qu'ils décident uniquement en fonction de leur âme et conscience personnelle. Voilà. Alors, je crois qu'il y a deux, trois petits points. Et puis, comment commencer la démocratie? Ben, de plus en plus, on voit fleurir autour de nous des organisations, des groupes qui se créent et qui justement disent ah mais si on partait plutôt de la mairie, ben, ça tombe bien puisque la mairie c'était le point de départ de la démocratie antique au temps des Athéniens, hein, n'est-ce pas? Et c'était déjà le point de départ et ça avait été posé comme tel de la démocratie. Alors est-ce qu'on peut faire des choses en France aujourd'hui, en France ou ailleurs, qui seraient copiées sur la logique de la mairie, c'est-à-dire que dès que j'ai un besoin en tant que citoyen, car je deviens citoyen, pourquoi je suis citoyen? Parce que je vote, et je précise que je vote en élisant personne, on élit personne dans la démocratie, eh bien je vote pour une loi, je vote pour un projet. Et tout le monde vote à chaque loi et à chaque projet et ne délègue rien à personne pour voter justement ou élire ou voter pour des lois à la place du citoyen. Hein, voilà. Donc voilà ce que je voulais faire dire en introduction, avant de laisser la parole évidemment à Yota sur la question de la mairie. Quelle est l'importance de la mairie? Et on l'a déjà dit, mais c'est bon de répéter les choses de façon différente, de façon à ce que ce soit de plus en plus clair pour tout le monde, toutes les personnes qui nous écoutent, tout notre auditoire. À toi, Yota. Oui, Philippe, la mairie. Moi, simplement, je voulais donner une petite nouvelle qui est quand même d'une très grande importance avant qu'on parle de tout ça. C'est qu'en Espagne et au Portugal, ils sont en panne générale d'électricité. Donc, tous les hôpitaux, les gares, les aéroports, tout, absolument tout, en Espagne et au Portugal, c'est panne générale d'électricité. Jusqu'à Perpignan. Jusqu'en France, jusqu'à Perpignan. Jusqu'à Perpignan, oui. Et ils ne savent pas encore déterminer d'où ça vient cette panne, ces pannes. Et ils parlent peut-être d'une attaque cybernétique. Voilà. Et ça, c'est en ce moment, donc. Hein. J'ai vu des images assez redoutables, donc tous dans le noir. Voilà. Alors, Ça a dû se passer hier soir ou ce matin. merci pour cette information, pour ce breaking news, comme on dit en anglais, en américain, qui est d'autant plus intéressant que les États-Unis ont peur depuis déjà un certain temps
de ce type de crise. C'est-à-dire extinction des feux, extinction d'électricité, ça veut dire plus de réseau, plus rien, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est, ce sont des attentats, hein, il n'y a pas d'autre mot au sujet Oui. de ces événements, ce sont des attentats, c'est Donc, voulu. ils ont tendance à penser que c'est une attaque. Voilà, voilà. Quand ça a été anticipé, que c'est prévu, qu'on craint que, etc., et qu'en plus, Monsieur Trump a fait arrêter certaines personnes dont j'ai pas les noms en tête, mais peu importe, qui justement étaient en train de fomenter un attentat avec des moyens techniques énormes pour qu'il n'y ait plus d'électricité dans la zone nord-est des États-Unis, c'est-à-dire l'endroit le plus peuplé, hein. Et tout ça a été déjoué. Et les gens qui devaient faire ça sont entre les barreaux. Visiblement, ils se sont vengés sur l'Espagne et le Portugal de ne pas pouvoir faire tout ça aux États-Unis, puisqu'ils ont été court-circuités, sans aucun jeu de mots concernant l'électricité, hein. Mais voilà. Donc, ça correspond, ce qui arrive en Espagne et au Portugal correspond à ce qui avait été annoncé, mais contré aux États-Unis d'Amérique. Voilà, nous sommes rentrés dans ce vif du sujet, c'est les coupures d'électricité, les coupures de tout. Et il faut malheureusement, je crois, s'habituer à l'idée qu'il y en aura. Alors évidemment, c'est de la malfaisance. Ne comptons pas que ces coupures soient faites pour notre bonheur et notre plaisir. Absolument pas. Par contre, ça va forcément changer un certain nombre de choses une fois qu'elles seront maîtrisées, ces coupures, c'est-à-dire qu'on reviendra à la jonction normale. Il y a beaucoup de choses technologiques qui sont en cause en ce moment, qu'on peut lire à droite à gauche, hein, tout le monde peut en prendre connaissance. Et le fait d'avoir cette coupure en Espagne ou au Portugal est une sorte de confirmation de ce mal qu'ils cherchent à nous faire qu'ils ne nous feront pas, hein, évidemment, puisque ça a été contré aux États-Unis. Et peut-être y a-t-il des pays moins sécurisés comme l'Espagne et le Portugal qui malheureusement sont des victimes plus faciles, des proies plus faciles. Mais la France est-elle dans le lot? On verra bien. On verra bien. Donc ce beau pays, la France, qui est pourtant assez bien placé en matière d'électricité, saura-t-elle résister à un complot dans lequel on va couper la lumière sur, je ne sais pas, l'Alsace ou la Bretagne ou je ne sais où? On verra bien. Toujours est-il que ne paniquons pas, restons calmes. Alors, Philippe, Oui, ben justement, j'ai parlé de ça oui, parce que vous savez très bien qu'à l'émission où nous avons parlé des mairies, j'ai fait un petit prélude en disant que si jamais donc on a une panne générale ou quelque chose, quel serait l'endroit où nous irions, puisque étant donné que nous serions sans information, quel serait le premier endroit dans notre ville où nous irions pour essayer d'avoir justement quelques informations? À la mairie. Et donc voilà, nous sommes en introduction du sujet de la mairie et c'est en partie quelque chose qui a été expérimenté par les Athéniens à l'époque, évidemment, puisque à l'époque des Athéniens, la notion de pays n'existait pas encore. On parlait d'empire et tout ça, mais on ne parlait pas réellement de la notion d'un pays. Et donc, si vous voulez, à cette époque-là, les villes-États avaient les infrastructures d'un pays. Ce qui fait que c'était par la mairie que tous les citoyens fréquentaient quotidiennement et c'est par la mairie qu'ils appliquaient directement leurs droits politiques. Et donc voilà, la mairie, c'est un retour obligatoire, un passage obligatoire, que l'on le veuille ou non. Et donc l'idée serait de réorganiser les mairies de sorte à ce qu'on ait des informations par là tout le temps. Alors maintenant, vous voulez qu'on parle du côté technique de l'organisation de la mairie, Philippe, ou oui, pourquoi pas. Effectivement, ce que les gens nous demandent le plus, c'est comment vous faites de façon pratique. Donc pratique, technique, on est exactement là-dessus, oui. Alors pratiquement, comme je vous ai expliqué pour les tirages au sort,
Nous ne tirons pas au sort dans l'abstrait, dans l'absolu et dans une foule. Les tirages au sort étaient très très bien organisés. Pour pouvoir pratiquer des tirages au sort, à la mairie étaient organisés des catalogues de gens spécialisés. C'est-à-dire que nous étions notés à notre mairie avec notre spécialisation, c'est-à-dire notre professionnalité, notre activité principale et que nous faisons comme travail. Et donc, il y avait des listes sur les docteurs, il y avait des listes sur les professeurs, il y avait des listes sur les architectes, il y avait toute une branche de métiers qui était inscrits sur ces catalogues. Et en fait, qu'est-ce qui se passait? On entrait une proposition au Parlement. Cette proposition était discutée au Parlement. Dès qu'elle arrivait, dès que par un chemin administratif et de comptage, disons, elle arrivait à l'Assemblée du peuple, une fois que la proposition était votée positivement par l'Assemblée du peuple, eh bien, il fallait réaliser pratiquement cette proposition. Je reprends toujours le même modèle, donc, de la construction d'un pont, par exemple. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que si la proposition est acceptée par l'Assemblée du peuple, en activité dans les mairies concernées, puisqu'un pont, ça pourrait être dans un village, mais ça pourrait être aussi entre 2 villages ou 3 villages. Alors se met en activité donc la recherche des listes, des catalogues à la mairie, et c'est sur ces catalogues et sur base de la proposition de la construction d'un pont que les tirages au sort se feront, afin de éviter la corruption, toujours. Et est-ce qu'on parle toujours, Iota, de personnes physiques ou de personnes morales? Est-ce que ça a une incidence? On va trier sur un nom d'une personne ou le nom d'une entreprise? Comment ça se passe? À la mairie, tout le monde y va en sa propre personne, hein. Il faut vous imaginer que les entreprises, à cette époque-là, les entreprises pouvaient changer de personnel. Ils n'avaient pas un personnel fixe, sauf dans les endroits, évidemment, où ils retiraient l'argent, l'or, des mines et tout ça. Là, évidemment, il y avait des ouvriers qui pouvaient travailler pendant 20 ans. Mais à la mairie et à l'administratif de l'état de la démocratie en fonctionnement interne, les mairies, c'est dans les mairies que sur les catalogues, on tirait au sort et chacun y allait tout seul. Un entrepreneur pouvait participer à un tirage au sort parmi les architectes, par exemple, pour proposer son pont, mais tout son personnel après sera tiré au sort dans le personnel existant dans les mairies, la mairie concernée et les mairies avoisinantes. Donc on ne pouvait pas importer du personnel comme ils font aujourd'hui sur les plateformes pétrolifères, par exemple, ils importent des gens de toute la planète. Eh bien, à cette époque-là, on ne pouvait pas, on était obligé d'utiliser les personnes de notre avoisinement, de notre... Donc, tout est en physique, Philippe. D'accord. On peut peut-être faire donner un petit... quelqu'un veut prendre la parole. Ah, bon, on a été rejoint par Bruno. Bruno qui veut dire quelque chose. Oui, bonjour à tous, bonjour à Bonjour, toutes, Bruno. bonjour Yota. Je suis arrivé avec un petit peu de retard parce que j'étais sur la route et j'ai juste quelques petites choses à rajouter à ce que vous venez tous de dire. La première chose, c'est que au niveau du XXIe siècle, dans la démocratie telle qu'on l'imagine, telle qu'on imagine qu'on doit pouvoir la mettre en place avec le Conseil national de transition français canal historique, la mairie, la commune, c'est la cellule locale, la cellule de base de la démocratie. Mais ça va plus loin que ce que tu expliquais, Yota, c'est que on peut tout faire en circuit court. C'est-à-dire que on peut imaginer qu'une commune soit autonome.
autonome au niveau énergétique, c'est-à-dire avec ses propres centrales locales, ce qui éviterait, comme ça s'est passé en Espagne, au Portugal, des coupures générales, parce qu'à partir du moment où on a une production locale, eh bien, on est protégé. Même, on peut parler de production locale au niveau de la commune, mais aussi au niveau de chaque maison même. Aussi au niveau local, au niveau de l'agriculture. Par exemple, moi je connais donc en Catalogne, en Espagne, une coopérative agricole qui s'est constituée il y a 50 ans et maintenant cette coopérative agricole fournit directement sur place aux gens qui habitent dans la région avec le propre supermarché, à tel point qu'ils vendent aussi de l'essence en circuit court direct et qu'on arrive à avoir du sans-plomb à 1,27 €. Autre chose, au niveau de l'éducation, la même chose. La commune doit pouvoir concentrer et réaliser tout au niveau local, c'est-à-dire que tout peut se passer par du localisme démocratique. Et je peux parler aussi d'une petite commune de Catalogne de 900 habitants où déjà depuis 10 ans fonctionne la démocratie participative, c'est-à-dire qu'ils ont créé un groupe WhatsApp local pour tous les habitants et quand il y a un projet, eh bien le peuple, l'Assemblée du peuple vote par WhatsApp et aussi localement pour ceux qui n'ont pas Internet avec une urne. C'est comme ça qu'ils ont réalisé avec l'accord de la population, avec la volonté de la population, 2 ronds-points l'année dernière. Donc c'est pas encore la démocratie totale, étant donné qu'il y a encore un conseil municipal avec un maire, mais c'est déjà un pas qui a été fait dans cette voie-là. Donc imaginons une cellule locale qui soit la mairie dans laquelle on peut tout faire, même avec une représentation dans la mairie, dans chaque mairie, de toutes les administrations, avec un guichet unique qui permettrait aux gens de pouvoir réaliser toutes leurs démarches administratives sans avoir à se déplacer ailleurs, etc., etc. C'est-à-dire que quand on imagine de tout grouper au niveau local, avec en plus la démocratie, eh bien chaque cellule, chaque mairie, chaque commune fonctionnera d'une manière autonome et avec énormément d'économies d'énergie, économie d'argent, parce que quand on consomme local, on dépense beaucoup moins, etc., etc., etc. Voilà ce que je voulais dire. Merci Bruno. Citoyen Jean-Pierre, si vous voulez la parole, elle est à vous. Merci. Alors Bruno a résumé la majeure partie de ce que je voulais dire. Faut savoir que dans un organisme vivant, chaque cellule a sa mitochondrie, c'est-à-dire sa centrale électrique. Chaque cellule, il ne s'agit pas d'une ville, d'un organe. Donc, chaque cellule fabriquant elle-même son électricité, elle est heureuse de contribuer aux autres cellules en fabriquant soit des hormones, soit ce qu'elle sait faire. Pour les muscles, ils se contractent, ils se dilatent, etc. Mais chaque cellule fait ce qu'elle sait faire à merveille et fabrique elle-même ce dont elle a besoin en énergie. Ça, c'est à savoir. Et aucun peuple en vraie démocratie n'aurait voté pour une centralisation à outrance de la nourriture ou de l'énergie. Aucun être bien sensé ne va confier la gestion de ses propres affaires à un pays lointain. C'est insensé. Donc, s'il y avait, et quand il y aura une véritable démocratie, le problème de la panne en Espagne, de la panne électrique, sera inexistant. Les gens fourniront de l'électricité et seront même capables d'en fournir pour les voisins quand ils sont en panne. Voilà. Merci d'avoir entendu. Donc, on peut même parler aussi des appels d'offres, c'est-à-dire que on ferait des appels d'offres dans les mairies sous le couvert donc de l'Assemblée citoyenne, on ne ferait des appels d'offres qu'auprès des entreprises les plus locales possibles. Tout à fait, Bruno. Donc, vous voyez que renforcer notre mairie, surtout dans les jours qui nous attendent, c'est une priorité. C'est vraiment une priorité parce que effectivement, on a tous misé sur un téléphone où nous avons tout, mais tout peut disparaître en même temps, en une fois. Donc, et puis il y a toutes ces délocalisations et qu'est-ce qu'ils essayent de faire aujourd'hui les oligarques? Ils essayent de relocaliser, donc de faire revenir leurs entreprises, chacune dans son pays. Effectivement, il y a un petit travail vis-à-vis de l'oligarchie qui ne va pas leur plaire du tout, puisque eux,
c'est justement enlever de la force à la mairie qu'ils veulent faire et au département et tout centraliser à Paris. Effectivement, comme ça, ils sont gérants de tout, de toute la comptabilité déjà du pays. Et donc voilà, en revenant à nos mairies, nous créons un nouveau petit État dans un État. Et imaginez-vous que chaque mairie serait un État et que il faut savoir que cette mairie sera gérée par des gens qui se présenteront sur les catalogues de gens spécialisés avec leurs compétences. Et donc, il n'y aura pas de... Parce que l'oligarchie nous dit toujours, oui, mais enfin, c'est la démocratie, c'est une utopie, elle ne peut pas se réaliser. Effectivement, quand on voit comment étaient organisés les Athéniens à l'époque, on peut très, très bien s'organiser, les amis. Très, très bien. Et avoir de meilleurs résultats, évidemment, que ce que nous avons aujourd'hui dans tous les pays. Dans tous les pays du monde, c'est pareil. Voilà. Alors c'est vrai que l'actualité nous sert pour raisonner small is beautiful, comme on dit en anglais français. Petit est beau. C'est-à-dire que plus on a des centrales de production d'énergie qui sont à courte distance, et mieux ça vaut. Ce qui coûte le plus cher dans l'énergie, c'est le transport, hein. Que ce soit du gaz, de l'électricité ou du pétrole, c'est le transport. Donc moins on transporte et moins c'est cher. Mais c'est assez facile à prouver et à démontrer. Donc les circonstances nous poussent aujourd'hui à réfléchir à une solution de pensons petit plutôt que de penser centralisée à la jacobine française qui date de la Révolution française et même chose d'ailleurs pour d'autres pays, même si ce sont des fédérations, les États-Unis, l'Allemagne, bon voilà, sont des pays forts centralisés. Eh bien, là, on a un exemple effectivement de ce qu'on pourrait faire en tant que citoyen pour exiger d'un gouvernement qui aujourd'hui ne remplit plus sa tâche, notamment celle de nous donner de l'électricité et de l'énergie. Eh bien, en profiter pour dire, bah, maintenant, on veut d'autres solutions. Voilà. Donc, c'est une avancée possible, potentielle en tout cas, vers des solutions pour trouver de l'énergie. Je pense à la géothermie, je pense bien sûr au photovoltaïque, mais il y a toute une série d'autres solutions qui vont exister suite à la libération d'un certain nombre de brevets, tout simplement. On en a souvent parlé, on le redit ici, à cet endroit. Et donc voilà. Donc les choses vont forcément changer. On est en train de vivre cette mutation. Voilà ce que je voulais dire. Alors ça nous éloigne un petit peu de la démocratie athénienne, quoique nous aurons besoin de décider selon les modalités les modalités de la vie athénienne, c'est-à-dire tirage au sort. On a un petit peu parlé. C'est-à-dire remplacer les représentants par des émanants. Les représentants, c'est ceux qui décident à notre place. C'est ce que nous vivons en République aujourd'hui. C'est cette situation par laquelle vous avez voté pour quelqu'un qui va faire à peu près le programme inverse de ce que vous espériez qu'il ferait. Donc ça, c'est fini. C'est chaque citoyen vote pour chaque loi. Les mandats sont courts, ils durent un an, renouvelables de façon exceptionnelle. Et voilà. Et on a surtout des contrôles tout au long de l'exécution des contrats, car ce sont des contrats entre ceux qui sont censés exécuter la loi qui a été votée et ceux qui vont la juger, tout simplement, hein, juger ses effets. Donc voilà. Donc c'est vers ce monde-là qu'on va de plus en plus aller, avec des règles qui sont assez simples, qui ont été édictées par des gens très intelligents dans l'Antiquité grecque, et qui ont été pour ça beaucoup poursuivis, beaucoup chassés, beaucoup tués, etc., etc. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de réussir tout ça, cette conversion, de la manière la plus pacifique possible, de la manière la plus pacifique qui soit. En tout cas, c'est le vœu du CNTF-CH ici. Très Alors, bien. Pardon Sylvain, Non, je t'en prie, Yota, nous avons encore le temps, il n'y a pas de souci. pour le Pacifique, Philippe, en démocratie athénienne, c'est une chose que nous devrions copier sur leur système. C'était donc les tribunaux, on ne pouvait pas se taper les uns sur les autres comme ça. Et donc, c'est par la voie des tribunaux que pendant 20 ans, Ephialtis, en faisant des procès,
a réussi à installer une démocratie sans verser une goutte de sang. C'est quand même très important de le dire. Donc, c'est une révolution non violente, c'est une révolution juridique, c'est-à-dire que on comprendra hein, le jour où Macron passera sur le podium du jugé, eh bien, on comprendra l'importance des tribunaux et on verra que l'oligarchie, c'est la seule chose dont elle a vraiment peur, ce sont les tribunaux. Et donc, vous devez savoir que dans les mairies athéniennes, il y avait des infrastructures de tribunaux dans la mairie. Dans le même village, il y avait toute l'infrastructure d'un État, si vous voulez, avec les tribunaux, avec les comptables, avec les assemblées du peuple et l'organisation des tirages au sort et des catalogues à la mairie et aussi les votations des lois. C'était les tribunaux populaires, Iota. C'était des tribunaux citoyens, je dirais plutôt, puisque c'était des citoyens tirés au sort qui étaient juges, mais simplement, ils avaient un très grand nombre. C'est-à-dire que les juges pouvaient atteindre jusqu'à 1500 personnes à atteindre. Donc, au lieu d'avoir un juge, vous en avez 1500 qui sont tirés au sort et qui sont tirés au sort 2-3 minutes avant que, pendant que le tribunal se met en place, de manière à ce que les juges ne sachent pas quelles affaires ils vont juger. Et donc, il y avait 4 propositions de jugement par jour et toutes les personnes actrices de ces jugements étaient tirés au sort juste avant la réalisation du tribunal. Donc vous voyez que il tenait à ne plus avoir de corruption du tout et dans aucun organe, en tout cas pas les 3 organes très importants, donc l'organe législatif, l'organe judiciaire et l'organe exécutif qui est toujours l'Assemblée du peuple. Le moment des merci est arrivé. Bah oui, merci à l'univers de nous avoir réunis. Merci Iota de nous offrir toujours plus de savoir. Merci également à vous, que ce soit derrière l'écran ou les chroniqueurs, Philippe, Bruno, Jean-Pierre. Bah oui, de votre présence, sans qui cette émission ne serait pas possible. Prochaine édition de La France Libre avec le Conseil national de transition français, canal historique. Dans 48 heures, ce sera mercredi. Excellente soirée. Merci à tous.